Il était une fois, dans une contrée lointaine, un royaume imaginaire dans lequel on élisait les rois. Tous les rois ayant étudié à l'école des rois, ils pensaient tous la même chose, et depuis longtemps, les habitants intelligents du royaume avaient arrêté de voter pour leur roi. Le peu qui votaient encore le faisaient par peur qu'un roi ou une reine plus méchant qu'un autre n'arrive au pouvoir. Mais tous savaient que les rois étaient plus préoccupés par le contenu de leur coffre-fort que par le sort du peuple. C'était un royaume étrange, dans lequel tous les métiers les plus vitaux de la société, comme nourrir les gens, les soigner dans les hôpitaux ou encore construire les maisons et les routes, étaient les moins bien payés. Tandis que des métiers obscurs, portant des noms vagues, et qui consistaient surtout à réaliser des diaporamas sur PowerPoint, puis faire des after-work entre collègues dans des bars tendances de la capitale du royaume, étaient payés une fortune. Depuis la maternelle, on avait expliqué aux gens simples que c'était ainsi. C'était la loi du marché, les travaux manuels payaient mal, on ne pouvait rien y faire, et beaucoup avaient fini par accepter leur sort. Ils s'abîmaient la santé au travail car au fond il leur restait un dernier espoir. Celui de donner à leurs enfants un avenir meilleur et de vivre en attendant avec leurs proches des moments heureux. Les gens intelligents savaient que les rois, malgré toutes leurs promesses, n'amélioreraient jamais leur situation. Mais au moins, ces rois étaient suffisamment nuls pour n'aggraver les choses que lentement. Un jour, un nouveau roi arriva au pouvoir. Ce roi avait été formé dans l'une des grosses banques du royaume. Comme beaucoup de rois arrivés au pouvoir dans les royaumes voisins, c'était un adepte de Thomas Malthus, un prêtre fou qui professait l'idée que face à toutes les menaces qui pesaient sur l'humanité, une partie seulement de la population du monde pouvait être sauvée. Il fallait donc détruire tout ce qu'il restait de solidarité dans le royaume et organiser la guerre de tous contre tous, pour que seule une partie de la population survive. Il fallait que les vieux meurent plus vite en les privant de soins, que les pauvres meurent plus jeunes en rendant payante la couverture maladie, et il fallait empêcher une partie de la population de se reproduire en la forçant à courir chaque instant de sa vie après l'argent plutôt que de penser à fonder une famille. On alla jusqu'à supprimer les aides aux handicapés au nom de la compétitivité. Les gens simples ne comprenaient pas pourquoi c'était eux qui devaient disparaître alors qu'ils étaient ceux qui avaient toujours tout construit pour la société, nourri la population, soigné les malades. Mais le roi et ses armées avaient conquis la terre entière. Son armée puissante lui permettait de faire travailler des gens pour une misère aux quatre coins du monde, et ses propres sujets ne l'intéressaient plus car ils coûtaient trop cher. Alors le roi commença à tout fermer et à tout détruire, bien décidé à rendre la vie impossible pour tous ceux qui dans son pays n'habitaient pas dans le centre d'une grande ville et ne faisaient pas partie de son grand rêve d'un royaume futur, plein de bicyclettes électriques, de gratte-ciel, de start-up écologiques et de week-ends en avion à New York. Un jour que le roi passait encore une loi contre les pauvres, les gens simples sortirent sur les routes et décidèrent de les bloquer nuit et jour pour protester. Ils réalisèrent en se rencontrant qu'ils étaient des millions dans la même situation. Des millions à ne demander rien de plus que de quoi vivre dignement et apprécier les choses simples de la vie, quand les nobles du royaume avaient besoin de voyages, de moquettes à 300 000 écus et de tous les luxes possibles pour se sentir exister. Face à leur demande, le roi afficha son sourire le plus cruel et le plus méprisant. Et ses amis nobles, possédant la télévision du royaume, s'employèrent à ridiculiser par tous les moyens possibles les ploucs qui bloquaient les routes et manifestaient dans les rues. Alors les ploucs décidèrent de se rendre au château du roi pour lui rappeler comment leurs aïeux avaient un jour été obligés de couper la tête d'un roi précédent quand celui-ci s'était montré trop arrogant à leur égard. Le roi envoya tous ses soldats pour écraser sauvagement leur révolte, arrachant des mains avec ses grenades, crevant les yeux avec ses flashballs, envoyant en prison tous ceux qui se révoltaient pour tenter de les décourager de revenir. Mais comme sa sauvagerie avait l'effet inverse, il essaya par tous les moyens de faire croire aux gens simples qu'il les avait entendus, mettant à contribution tous ses amis nobles qui dans les médias répétaient ses mensonges pour essayer eux aussi de sauver leur place au soleil dans le royaume. 2 jours plus tard, le roi était déjà revenu sur ses maigres promesses. Mais il était de toute façon trop tard, car les gens simples avaient compris. Compris qu'ils étaient tout ce qui vit et permet de vivre dans ce royaume imaginaire, mais qu'on les traitait comme s'ils n'étaient rien. Compris que 2 mondes s'affrontaient, un monde de gens simples où l'on vit de petites choses du quotidien en s'entraidant, et un monde cruel où l'on sacrifie 3/4 du pays pour que le quart restant vive dans le luxe. Compris qu'on lui avait menti depuis la maternelle à lui parler de royaume démocratique,
quand le roi, pour se maintenir, était prêt à tout, y compris la violence la plus cruelle, la propagande la plus grossière et les mensonges les plus perfides. Compris que le roi, malgré tous les mensonges inventés pour diviser ce qui, pour la première fois depuis longtemps, l'avait fait trembler sur son trône, était bien décidé à reprendre son programme de destruction dès que les ploucs seraient rentrés chez eux. Qu'il était déterminé à détruire une par une toutes les choses qui rendaient jusqu'à présent la vie des gens simples à peu près vivable et le plus vite possible. Parce que c'était pour ça que les nobles l'avaient mis au pouvoir et que ses ordres lui venaient d'en haut, de l'Union royauméenne et de tous les groupes d'intérêts puissants de nobles qui y siégeaient. La révolte était partie pour durer. Aussi, quand le roi leur demanda pour la énième fois de rentrer chez eux et d'attendre leur mort à petit feu, ces télévisions rabâchant chaque semaine que la révolte était finie, les gens simples répondirent. « Mesdames et messieurs les nobles, vous vivez au-dessus de nos moyens. Vous polluez trop et vous coûtez trop cher. Nous et la planète ne pouvons plus payer pour vos assemblées, vos sénats, vos voyages en avion à New York, vos enfants qui étudient aux quatre coins du monde. Rendez-nous l'argent pour que nous gardions ouverts nos écoles et nos hôpitaux. Si nous ne pouvons plus travailler pour vous, monsieur le roi, nous travaillerons et produirons pour nous-mêmes. Et si cela vous déplaît, à vous et tous vos nobles, partez vivre sur Mars. Nous ne vous laisserons pas nous affamer sur nos propres terres, nous qui sommes tout. Ou alors, nous ne disparaîtrons pas sans combattre. Nous le devons à tous les morts, mutilés et prisonniers de notre révolution. Nous le devons aux agriculteurs suicidés, aux infirmières épuisées, aux menuisiers, charpentiers, jardiniers dont les mains ne se ferment plus, aux auxiliaires de vie aux dos brisés, aux morts noyés en Méditerranée forcés de fuir vos pillages et vos guerres sans fin, à nos campagnes qui meurent pendant que vous tuez celles des autres, partout dans le monde et la planète avec. Votre monde est déjà infâme et celui que vous nous préparez est encore pire. Attendez-vous, partout où vous irez, à nous trouver sur votre route. Nous ne rentrerons pas chez nous. Nous ne rentrerons plus chez nous car le monde des rois marche sur la tête et que nous avons les pieds sur terre. Ce qui ne nous laisse d'autre choix, aussi longtemps que nous vivrons, que de marcher sur la tête des rois.